J'ai jamais demandé à une agence de me louer un appartement parce que je ne pourrais pas donner les clés à quelqu'un juste sur un dossier et un salaire. Et d'ailleurs, j'ai jamais pris le plus gros salaire des dossiers que j'ai eu. Ah ouais. C'est toujours, il y a une part de feeling. Voilà, tu sens la personne. De base, ça n'a aucun sens d'aller investir dans des endroits que tu connais pas. Et puis ils disent au bout de 6 ans, je l'ai rendu 40% de moins. Bon bah, fallait réfléchir un peu avant aussi. Exactement. En termes de transport en commun, ton risque locatif, il est quasiment à zéro. C'est-à-dire que même si le quartier ne devient pas dingue, tu auras forcément des gens qui veulent habiter là, parce que pour aller à leur boulot sur toutes les stations qu'il y aura sur la ligne 14, 15, 16, t'as forcément des gens qui vont vouloir habiter. Moi j'ai un problème avec le neuf. Et toi, ouais, t'avais parlé effectivement de manière assez simple, où t'expliquais que peut-être que pour commencer, la meilleure chose à faire, ou en tout cas une stratégie simple et qui pouvait être efficace, c'était d'acheter un bien immobilier neuf. Et t'es un des rares à le dire, ou que j'ai entendu dire ça, parce que bien souvent, tous les investisseurs, tous les influenceurs, infopreneurs ou autres, déconseillent clairement d'acheter dans le neuf, disent systématiquement que c'est un mauvais investissement, que tu vas automatiquement surpayer le bien de 25-30%, que tu vas être moins bien placé parce que pas forcément dans des centres-villes ou des choses comme ça. Et ça, c'est l'info qu'on entend systématiquement. Donc moi, j'ai commencé à pas à le démonter parce que c'est pas totalement faux, mais il y a des cas de figure où ça l'est pour moi d'ailleurs, parce que j'ai acheté dans le neuf plusieurs biens, et je pense qu'il n'y a aucun mauvais investissement dans ce que j'ai fait. Il y en aurait peut-être des mieux, des plus rentables, des plus optimisés. Mais en tout cas, ce que tu as fait... Mais en termes de simplicité, temps, investissement personnel, apport ou autre, et rentabilité, moi, je considère pas que c'est imbattable parce qu'il y a meilleur, je suis pas le meilleur ou quoi que ce soit, mais c'est clairement intéressant. Et pour des gens qui peuvent être dans ce type de profil ou ce cas de figure, qui n'ont pas vraiment envie de mettre les mains dedans ou de faire des travaux pour commencer à investir ou autre, ça peut être effectivement une bonne chose. Et tu étais un des rares à le souligner. Ouais. Et donc toi, tu as acheté dans du neuf aussi déjà ? Je fais que du neuf. Ah ouais ? Moi, je fais que du neuf parce que c'est trop... En fait, c'est hyper vertueux. Par contre, là où tu as raison, sur le... mais ça on peut le contrer, c'est le fait que tu payes plus au mètre carré. Tu vois, par exemple, après, ça dépend des lieux. En fait, il n'y a pas de règles prédéfinies. Par exemple, à Paris, le neuf, mais jamais de la vie. Parce que, je vais vous donner un exemple. J'habitais dans le 17e, moi, à un moment, à Porte d'Asnières. Porte d'Asnières, donc il y a la rue de Saussure qui t'amène sur la Porte d'Asnières. J'habitais rue de Saussure. Et il y avait un programme neuf, d'ailleurs, qui a été livré là. Et à l'époque, Porte d'Asnières, rue de Saussure, c'était 8000 du mètre, sur l'ancien. Je vois qu'ils vont construire un nouveau programme à côté. Forcément, je me renseigne. Je leur dis, c'est quoi les prix ? Ils me disent 14 000 €. Évidemment, pour moi, acheter 14 000 € à cet endroit-là, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens sur le plan de vue rentabilité. Ça n'a aucun sens sur le plan de vue prise de valeur patrimoine. Donc ça, c'est un non-sens. Et d'ailleurs, pour les personnes qui passent devant, l'immeuble est sorti il y a 2 ans et il y a une grosse pancarte, 64 appartements à vendre. On est en plein Paris. Enfin, on est à Paris. On n'est pas en banlieue. Et ça ne s'est pas vendu, en fait. 14 000 € du mètre. Ah ouais. Après, ça dépend. Moi, quand j'achète du neuf à Saint-Ouen, mairie de Saint-Ouen dans les docks, tu es à 3 minutes du métro 14 et que tu es sur des prix à 5 000 du mètre, je me dis, là, c'est intéressant. Alors, Saint-Ouen, c'est une exception. Je connais bien aussi cette ville pour y avoir commercialisé des programmes entiers, donc des centaines de logements. Effectivement, c'est une des rares villes. Il y en a quelques-unes comme ça où le prix du neuf va être inférieur même au prix de l'ancien. Parce que dans les docks, j'ai vendu en 2020, juste avant le Covid. On a fait un lancement la veille. Le lendemain, on était confinés. D'accord. Et on était en prix moyen à 5 500 en plein dock, mais devant le métro, ligne 14, là, qui ouvrait. Alors que les appartements voisins se revendaient à 7 500. Donc, tu t'imagines, il y avait une queue pas possible avec des gens. Tu te rappelles du nom du programme ? Grand Angle. Oh, je connais très bien. Je n'ai pas acheté, mais je connais très bien ce programme. Grand Angle. Et s'il y en a qui regardent cette vidéo, qui était avec moi ce week-end-là, donc pour préparer le lancement, on venait
la veille, l'avant-veille et tout. Et déjà 2-3 jours avant, il y avait des gens qui faisaient la queue. je me Ils rappelle s'étaient très bien. installés des campements, des chaises, des trucs Ouais. pour se relayer avec Pour leur se relayer, voiture ouais. garée. Il y en avait Ouais. qui avaient carrément sorti une liste. Ouais. Et il inscrivait les noms pour faire la file, Ouais. alors que c'était réservé uniquement aux habitants de Saint-Ouen pendant 2 semaines ou un mois, je sais plus. Donc même pas grand public. Les Ouais. Parisiens ne pouvaient même pas encore venir acheter. Ouais. Et rien qu'avec C'était pour cette les Saisonniers, population-là, c'était déjà énorme. Mais en même temps, tu as le bien 2 ans plus tard, tu as les clés. Tu fais déjà une grosse plus-value. Loïc, je vais te dire, et c'est pas un fake, j'ai un très bon ami qui a acheté à Grand Angle. Il a acheté, je vais pas donner son nom, mais il a acheté un off, bel tu appartement. Oui, on peut couper d'ailleurs s'il faut. Il s'appelle Romain et il a acheté le dernier étage du Langle, là. Il l'a acheté 700 000. Là, il l'a mis en vente 1,1 million. Il a des visites. Ça va se vendre, je pense, peut-être 1 million. 1 million, il va partir. C'est super proche. Je vous envoie l'annonce après. Mais énorme plus-value. 300 000 euros de plus-value. Il a fait des beaux travaux. Donc, je pense qu'il a mis mettre 100 000 euros de travaux. Mais tu vois, il s'est fait 200K en 2 ans. Et c'est exactement mon point qu'on parlait. C'est-à-dire que, tu vois, Grand Angle, ça, c'est un très bon exemple. Tu n'achètes pas très cher. Tu es dans un coin avec des bons fondamentaux, métro, etc. Et tu peux revendre quelques années après à un prix plus élevé. Donc, les gens qui disent « Oui, mais tu payes une prime », c'est pas vrai tout le temps. Pas partout. Pas partout. Et après, tu as plein d'avantages sur les performances énergétiques la plupart du temps. Les frais de notaire, tu peux même avoir les frais de notaire offerts. Moi, j'ai négocié les frais de notaire offerts sur plein de... Quasiment tous, donc, ouais, je trouve... Et aussi, tu peux demander sur l'ancien, je n'arrive pas à le faire, mais sur du neuf, avec la banque, tu peux faire un différé total. C'est-à-dire que pendant la construction, moi, je ne paye ni amortissement, ni intérêt. Et à la livraison, je demande souvent 12, voire 24 mois de différé total. C'est-à-dire que tu commences à rembourser qu'après 1 ou 2 ans à post-livraison. Donc, tu peux te faire du cash flow, tu peux te faire une trésorerie qui va te permettre après, si tu as des travaux ou si tu veux réinvestir autre part. Mais ça, c'est ultra vertueux. Et sur le fait que, ouais, entre le moment où tu signes et le moment où ça sort, tu as généralement une prise de valeur. Mais comme tu l'as dit, il faut être dans des lieux aussi stratégiques. Tu ne peux pas le faire partout. Évidemment, il y a plein de gens qui sont plantés sur du neuf, mais en région, dans des endroits où en fait, le prix de l'immobilier, tu n'as pas de demande, donc ça s'est cassé la figure. C'est compliqué. Mais quand tu es à 5 minutes dans le métro, par exemple, pour moi, tu prends aucun risque. Ouais. Même 8 minutes. Parce qu'on associe souvent ça à des fiscs ou autres en banlieue de Toulouse ou de Bordeaux, je sais pas quoi, des gens qui habitent en région parisienne. Enfin, déjà, de base, ça n'a aucun sens d'aller investir dans des endroits que tu connais pas. Et puis ils disent, au bout de 6 ans, je l'ai rendu 40% de moins. En même temps, fallait réfléchir un peu avant aussi. Exactement. Moi, j'ai un problème avec le neuf. La réalité, c'est que quand tu achètes un appartement existant, quand tu achètes un truc de seconde main, tu connais les caractéristiques. Tu sais, nous, on travaille dans l'immobilier, donc on a l'habitude de se projeter dans des immeubles qui ne sont pas forcément livrés, mais seconde main, tu sais où il est, tu sais quelles sont les prestations, tu sais comment ça va évoluer. Dans le neuf, comment vous faites pour jongler ? Parce que moi, je n'ai jamais fait de neuf, pas forcément l'intention d'en faire. Comment vous faites pour jongler, pour maîtriser la qualité du promoteur, des prestations qui vont être faites ? Parce que finalement, quand tu achètes un immeuble en première couronne, il va être en concurrence avec plein d'autres immeubles. Et qui va être en concurrence avec plein d'autres immeubles qui sont déjà là, dont tu connais les prestations, qui sont faciles à lire. Comment vous faites pour gérer ça ? Le risque que le promoteur se comporte bien, vous livre à temps, et qui vous livre selon de bonnes prestations, quoi. Et ben justement, c'est là où il faut être capable de se projeter. Et c'est là où je pense qu'effectivement, c'est pas fait pour tout le monde. Se projeter sur plusieurs niveaux. Déjà, se projeter en termes de temps. Parce que comme on l'a dit, quand tu achètes dans du neuf, si tu achètes par exemple au lancement, tu peux t'attendre à 18, 24, voire plus de délai de travaux pour la livraison. Après, tu peux acheter en cours de travaux ou quasiment à la livraison aussi. Tu auras moins de choix. Les prix peuvent augmenter si le marché est sur une tendance haussière, voire faire des bonnes affaires plutôt aussi vers la fin si le promoteur a encore un peu de stock et qu'il a du mal à les vendre. Bon, ça dépend des cas de figure. Donc, déjà se projeter sur le délai. Ensuite, se projeter effectivement sur un bien que, comme tu soulignes, on voit pas, on peut pas visiter, on peut pas visualiser. Donc bon, aujourd'hui, il y a des outils.
déjà, on a un plan de l'appartement qui permet de voir les volumes avec les superficies ou autres. On a un plan de masse, donc qui permet un plan de situation, de situer donc l'immeuble et autres. Et là, effectivement, tout le monde n'est pas capable de repérer ce que ça va être pour éviter des mauvaises surprises à la livraison, c'est-à-dire les orientations, mais pas que, parce que souvent les gens ils regardent le plan, ils voient la boussole qui est toujours dans un petit coin en se disant bon bah moi je veux un appartement sud-ouest, ok, mais ça veut dire quoi sud-ouest? Parce que sud-ouest sur quoi? Si t'es sud-ouest sur cour avec la deuxième partie de la résidence, je sais pas, qui te fait face, bon bah le soleil tu l'auras pas, tu auras juste un vis-à-vis. Donc en fait il y a des détails comme ça à regarder, à prendre en compte, les expositions, mais l'environnement aussi, tu vois. Comment est composée la résidence, le bâtiment, où tu te situes par rapport à l'ascenseur, à l'escalier, au local poubelle, enfin ce genre de choses qu'il faut prendre en compte. Donc là, oui, ça nécessite de se pencher, mais ça s'apprend, c'est pas compliqué. Il suffit peut-être de visiter plusieurs programmes, se renseigner, etc. ou autre. Ensuite, pour ce qui est de la qualité des bâtis, comme tu dis, il y a plusieurs choses. Effectivement, il y a l'historique et la réputation des promoteurs et un document qui s'appelle la notice descriptive que tu es en obligation d'avoir et que tu peux même demander avant même de t'engager sur quoi que ce soit, qui va te donner la liste des matériaux utilisés pour les parties communes comme pour les parties privatives pour la construction et les prestations donc qui seront fournies. Donc là, tu peux voir déjà et jauger un peu de la qualité du programme et du projet. Effectivement, il y a des petites choses, des petits détails comme les épaisseurs de cloison, par exemple. Si tu vois que c'est du 0,5, bon bah c'est le minimum. Donc tu sais que si tu tapes entre je parle pour l'intérieur, les chambres de ton propre logement, voilà, t'entends 0,7, ça commence à être mieux. Tu vas avoir les sols, les revêtements qui sont utilisés. Est-ce que ça va être du stratifié? Est-ce que ça va être du parquet flottant? Je ne sais plus comment ils appellent ça. Ou du vrai parquet, du parquet massif ou contre-collé. Pareil pour les carrelages. Est-ce que t'es carrelé dans la salle de bain ou la salle d'eau uniquement à hauteur d'huisserie sur la baignoire, sur toute la salle de bain, etc. Enfin, t'as voilà différentes prestations comme ça, différentes prestations qui peuvent t'indiquer si t'es sur un programme plutôt qualitatif ou plutôt bas de gamme. Mais ça va dépendre aussi dans les communes dans lesquelles t'achètes, quoi. Oui, mais je pense que ça, c'est un truc qu'on dit pas assez. Nous, on est dans le secteur, donc on sait typiquement qu'il y a des promoteurs, enfin que tous les promoteurs ne se valent pas. Et on sait que certains vont produire de la qualité, ils sont réputés pour, quitte à ce que ça soit vendu un petit peu plus cher, et que d'autres sont plutôt réputés à faire des sujets un peu plus low cost. Ça va probablement être un peu moins cher, mais la réalité, c'est que ce que tu risques de payer au début, un peu plus cher, ce sera probablement plus liquide à la sortie. Et ça, je pense que c'est un sujet dont on ne parle pas assez, que parfois il faut être capable de mettre le prix et qu'aller chercher, on parlait de Saint-Ouen tout à l'heure, hein, aller chercher la résidence qui est la moins chère au mètre carré dans tous ceux qui vont sortir, en général, il y a une raison pour laquelle c'est moins cher au mètre carré. Ça veut dire que globalement, ils ont tous acheté le foncier plus ou moins au même prix et ils ont tous plus ou moins les mêmes coûts de construction. Donc si c'est moins cher au mètre carré et que tu te dis que c'est une bonne idée parce que toi, tu achètes bien, en fait, tu n'achètes pas bien, tu achètes comme la masse. T'achètes juste quelque chose avec des prestations moins chères et demain, quand il faudra faire une plus-value parce que ton bien, ce sera un produit d'exception, bah c'est celui qui aura su investir dans les bonnes prestations qui sera peut-être un peu plus liquide ou qui l'aura peut-être un petit peu plus vite. Et je pense qu'on a... Parfois, on raisonne en pensant qu'acheter moins cher, c'est faire une bonne acquisition, alors que parfois, acheter cher, bien sûr, c'est bien acheté. Après, faut pas être complètement décorrélé du marché, parce que si tu achètes trop cher, effectivement, tu vas peut-être pas retomber sur tes pattes tout de suite, quoi. Ouais, moi, ça, c'est vraiment un vrai sujet que ne pas acheter cher, c'est très, très rarement une bonne solution. On n'est jamais, on en parlait à un moment donné pour la crypto, on n'est jamais meilleur que le marché. En tout cas, sur le long terme, on n'est pas meilleur que le marché. Et quand tu achètes pas cher, il y a une raison pour laquelle tu achètes pas cher. Ça veut dire que tu l'auras peut-être moins cher ou tu l'auras moins vite. Et dans un moment de marché où tout se passe bien, à Saint-Ouen, à un moment tout se passait bien, il y avait plein de gens qui arrivaient sur la commune, c'était très bien, donc tout se louait. Le jour où il y a un petit peu plus de masse, un petit peu plus d'offres vacantes, bah, ce qui se louera, c'est ce qui est le mieux positionné, ce qui est le mieux fini. Et ça, c'est important d'être capable de le dire et de bien sûr. pas faire d'économie de bout de chandelle un peu partout, quoi. Ouais, non, c'est sûr.
faire attention à ça. Après, tu peux aussi faire des bonnes affaires dans le neuf. Parce qu'on dit que dans le neuf, voilà, les prix sont imposés un peu comme un catalogue. Contrairement à l'ancien, où tu vas avoir moins de marge de manœuvre et moins de marge de négociation. Mais encore une fois, alors là, c'est parce qu'effectivement, j'ai un point de vue de l'intérieur et quelques ficelles ou techniques que je connais et que je maîtrise. Mais moi, j'ai déjà acheté des appartements neufs moins chers que, par exemple, à Colombes, sur le même programme où il y a eu un lancement, il peut y avoir des petites anomalies. J'appelle pas ça. Dans l'ancien, on appelle ça des anomalies de marché ou autre. Dans le neuf, ça va plutôt des stratégies. En ayant déjà commercialisé des programmes, fait des études, des stratégies de lancement ou autres, on peut, par exemple, pas sacrifier, mais baisser le prix d'un studio, d'un 2 pièces, d'un 3 pièces, d'un 4 pièces ou d'un 5 pièces, peu importe, pour avoir un prix d'appel sur catalogue, sur Internet, en pub ou autre, effectivement, à partir de temps, on le voit, bon, celui-ci, on l'a quasiment jamais, mais si on est bon, on peut réussir à l'avoir, celui-là. Et c'est là que, pour te donner un ordre d'idée, des chiffres concrets, sur une résidence où il y a eu... c'était un quartier entier, donc il y a eu un lancement avec 4 ou 5 promoteurs différents où ils étaient en train de créer une nouvelle ZAC. Ça, je l'ai eu 2 fois d'ailleurs, ce cas de figure-là. Une fois à Colombes, à l'Arc Sportif, donc c'est tout un nouveau quartier, un gros truc. Et une fois à Marne-la-Vallée, à Céris, où pareil, ils ont créé beaucoup de résidences neuves et de nouvelles ZAC. Et donc, si tu arrives à entrer en contact avec l'équipe de vente, etc., très tôt, et à leur faire comprendre que tu es très, très intéressé, parce que tu vas avoir des dizaines, voire des centaines d'appels pour ces mêmes appartements, et à être capable et disponible pour te présenter au moment où ça va ouvrir, même avant d'ailleurs, pour pouvoir réserver ce lot-là. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui font que si tu es très motivé, tu peux réussir à l'avoir. Et pour te donner les chiffres, je te disais, tu avais 4-5 promoteurs avec tous les studios, par exemple à Colombes, qui démarraient entre 200, 210, 220. C'était à peu près le prix moyen des studios, entre 200 et 220. Un qui avait mis à 190 et tout, et un, on ne sait pas pourquoi, il avait mis à 161 000, je crois, un prix d'appel. Il s'est dit, je veux carrément être en dessous des autres pour avoir tout le monde direct au lancement. Et donc, il se trouve que j'étais présent, et encore, j'ai failli ne pas l'avoir, parce que quand j'étais sur place et que j'ai dit, je le prends, c'est pas je le veux, c'est je le prends. Non, mais on va faire le financement. Ne vous inquiétez pas, le financement, tout est réglé. On a un courtier là-haut, ne vous inquiétez pas, etc. Où est le contrat de réservation? Je le prends. Et en fait, il se trouve que c'était le même logement, le studio, que celui d'à côté, qui faisait la même surface, mais qui, lui, était à 200 000. Hein. C'était le même. Et celui d'à côté était moins bien agencé. Il était un peu en arc de cercle, comme ça, sur les murs. Donc, c'est toujours plus compliqué à aménager. Il y avait moins de fenêtres, donc moins de luminosité. Donc, voilà, il y a quelques exceptions comme ça, mais il faut être effectivement un peu plus averti, je pense, pour y avoir accès. Mais c'est pas impossible, quoi. Ouais, ça, donc, les bonnes affaires existent aussi dans le neuf. Que ce soit en lancement ou, comme je le disais tout à l'heure, même en fin de programme. Ouais. Combien de personnes venaient nous voir s'il vous reste des lots à la fin, par exemple, et que quand le promoteur il en a marre que ça reste, qu'il va livrer ou qu'il vient de livrer, après c'est assez frais. Et plus il les garde, plus ça lui coûte de l'argent. Parce qu'il faut un moment solder le truc, faire remonter les fonds et redonner tous ceux qui ont mis au pot au début, quoi. Donc ça veut dire que comme ça, tu peux avoir 2 stratégies. La première, c'est d'être le premier sur le produit d'appel. Et la deuxième, c'est d'être à fond et de bien s'entendre avec le promoteur, ou celui qui commercialise la promotion, pour lui dire, si tu as un produit qui revient, je suis là à ce moment-là. C'est ça un peu l'idée ? Je pense que clairement, les 2 meilleures stratégies, c'est soit au tout début, soit à la toute fin, clairement. Ok, ouais. Non, ça c'est intéressant, mais ça c'est des choses d'initiés un petit peu, mais c'est super intéressant. Vous, tous les deux, du coup, vous avez tous les deux acheté que du neuf quasiment ? Ouais. Ah, quasiment, Ouais. Mais pour continuer sur la discussion, tu peux aussi avoir des prix bas parce que tu es sur un quartier qui n'est pas encore établi et qui va être établi. Alors, tu n'as jamais de garantie. Là, je pense à Pleyel, par exemple. À Pleyel, là, sur les programmes neufs qui sont à 3 minutes à pied du métro 14, 3 minutes à pied du métro 14, tu es à 5 000 € du mètre. Et en fait, 5 000, ça peut paraître cher pour Saint-Denis parce que tu es à Saint-Denis, 93. Mais dans 2-3 ans, il sort en 2027, ce programme. Il est fait par Crédit Agricole, d'ailleurs.
Et dans 2-3 ans, après livraison, mais je suis convaincu que le prix, ça sera plus de 100 000 en fait. Donc, parfois, tu payes aussi parce que l'environnement n'est pas encore super établi. Et donc, il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent aussi à se projeter, comme tu disais. Et tu vas être récompensé pour avoir eu peut-être un coup d'avance et un côté, entre guillemets, visionnaire sur un quartier précis. Ça a été le cas à Saint-Ouen. Ça va peut-être être le cas à Saint-Denis, c'est pas sûr. Mais moi, par exemple, c'est un pari que j'ai sur Playel. Je pense que ça va... Je dis pas que ça va être comme Saint-Ouen, mais je pense que ça va augmenter. Ouais, je suis d'accord. Donc, vos stratégies quand vous achetez dans du neuf, parce que c'est intéressant, votre stratégie, c'est de miser sur des quartiers en devenir moi, personnellement... Pour aller chercher de la plus-value en capital ensuite, ouais, c'est ça pour moi, ouais, il faut qu'il y ait un axe de développement un potentiel de développement. Ouais. Et ce qui est génial, c'est que, tu vois, c'est que quand tu achètes du neuf, tu signes, mais ton truc, tu l'as que 2 ans après. Ouais. Donc, tu achètes à un prix, un instant T, un prix qui, en théorie, bien sûr, en tout cas, moi, ça a été le cas dans tous mes investissements neufs, où à la sortie, à la livraison, le prix l'avait déjà augmenté. Pareil. Si je revendais n'importe quel bien, le jour où j'avais tu gagnes de l'argent sans rien faire. De l'argent, ouais. Et c'est ce que je disais souvent aux clients. Hein. Là, vous achetez, parce que c'est un argument, c'est un peu, vous achetez, au moins vous figez le prix dans le temps. Non, mais ça, évidemment, c'est très bien, mais vous, maintenant qui en avez fait plusieurs, je sais pas combien, si vous voulez le dire, combien d'apparts vous avez dans votre patrimoine, mais en tout cas, vous avez fait plusieurs deals de ce type-là. Ouais. Comment vous mitigez, comment vous contrôlez le risque inverse? C'est-à-dire, je prends un exemple. Le premier qui me vient, c'est une ZAC à Bordeaux où il y a eu des développements. Bordeaux, ça a été très booming post-Covid, comme on le sait. Il y a eu pas mal de projets de promotion, notamment dans une ZAC dont j'ai oublié le nom, au bord des quais. C'était quelque chose de magnifique. Quand tu te projetais, tu étais au bord des quais, c'était très joli, un style un peu industriel. Tout le monde pensait à ce moment-là que ça allait être l'avenir. Effectivement, tu rentres maintenant, au moment de la livraison dans 2-3 ans, et ça a déjà pris plus 10, plus 15%. La réalité, c'est que le secteur n'a pas pris. Et ça arrive parfois, le secteur ne prend pas ou prend plus longtemps pour se créer, pour créer de la dynamique, parce que créer de la dynamique, c'est, on le voit dans le 17e, Batignolles, ça a pris un peu plus de temps parce qu'il faut que les commerces arrivent, il faut que les gens s'installent. Et donc, c'est pas un coup de flip où en 2 ans, forcément, tu as créé la gentrification. Bien sûr. Comment vous faites pour gérer ce risque-là éventuel si votre stratégie, c'est de miser sur des coins à développement? Si ça ne se développe pas tout de suite, alors si moi, ça ne se développe pas. Mon côté, alors moi, j'ai une fixation sur les transports en commun. C'est-à-dire, Bordeaux, je ne sais pas, la ZAC, je ne sais pas quel transport en commun il y avait, mais pour moi, les personnes, ils ont besoin vivre un endroit où ils peuvent se déplacer facilement pour aller à leur boulot. Ouais. Quand tu es à moins de 5 minutes, moins de 10 minutes à pied d'un métro qui t'amène à Paris, qui t'amène en banlieue, Playel par exemple, tu vas à Playel aujourd'hui, c'est pas top, il n'y a pas grand-chose. Le métro est arrivé, ça va prendre du temps. Mais quand tu sais qu'il y aura la ligne 15-16 et que ça sera un des plus gros hubs en termes de transport en commun, pour moi, ton risque locatif, j'ai presque envie de te dire, il est quasiment à 0. C'est-à-dire que même si le quartier ne devient pas dingue, tu auras forcément des gens qui veulent habiter là parce que pour aller à leur boulot sur toutes les stations qu'il y aura sur la ligne 14, 15, 16, tu as forcément des gens qui vont vouloir habiter. Donc, pour moi, c'est super important, le transport en commun. Et tu vois, à Saint-Ouen, si tu vas un peu plus loin sur les quais, tu as des programmes neufs qui sont à 15 minutes du métro, mais tu es devant la Seine, c'est magnifique, mais jamais j'achèterais. Ouais. Parce que c'est magnifique, tu as la Seine et tout, mais tu as 15 minutes du transport en commun. Donc, pour moi, le transport en commun, le métro, alors c'est personnel, c'est mon critère à moi. Moins de 10 minutes à pied, je ne vois pas de risque, locatif sur quelque chose qui a moins de 10 minutes à pied de métro, et surtout la ligne 14. Toi, ton indicateur, c'est ça, moins de 10 minutes d'un métro. C'est le premier truc que je regarde. Il y a un programme, je regarde c'est où par rapport au métro. Ça, c'est mon indicateur. Ouais, je suis assez d'accord. La localisation, effectivement. Après, l'exemple de Bordeaux ou des villes comme ça, ou des périphéries de villes ou autres, je connais pas du tout. Donc, j'investis vraiment dans des lieux et marchés que je connais, même s'ils sont assez divers, en Île-de-France ou autres. Principalement proche première couronne, quoi. Mais l'emplacement, effectivement, comme on l'a toujours dit, on a toujours entendu de toute façon,
Et effectivement, comme tu le dis, les transports en commun. Oui, j'ai dit métro, mais ça peut être RER, ça peut être une gare, ça peut ouais, être... c'est le critère principal ici, parce que quand tu regardes une annonce, qu'est-ce qui est écrit en premier, à part le nombre de pièces? C'est proche transport, proche machin, c'est pas... voilà, donc c'est tant de minutes à pied ou quoi, de telle gare, RER ou métro ou tramway. Donc ça, ou alors des actes, là, comme je viens de citer celle de Colombes, où il n'y avait pas de transport existant, mais un projet de tramway ou quelque chose qui va passer par là, donc un axe de développement, effectivement. Moi, j'entendais, je discutais avec un promoteur qui avait construit son patrimoine. Maintenant, il a un énorme patrimoine, mais il avait construit son patrimoine notamment sur du résidentiel locatif et de la coloc. Et pas un promoteur, un marchand de biens, pardon. Il avait construit son patrimoine comme ça. Et lui, une des choses qu'il m'a dit, quand j'achetais un appartement, mes premiers appartements, ce dont je voulais être sûr, c'est si jamais quelque chose ne se passe pas bien, j'arrive pas à le vendre comme je veux, j'arrive pas à le louer comme je veux, je veux pouvoir me projeter moi dans cet appartement. Ah oui. Je veux être capable de dire worst case scénario, c'est moi qui y vis, je m'y installe. Et est-ce que c'est quelque chose que vous considérez? Parce qu'on voit souvent des gens acheter des appartements en se disant c'est pas forcément pour moi, mais ce sera pour quelqu'un d'autre. Lui, il voulait complètement éviter ça. Il disait non, il faut qu'il soit suffisamment bien pour que moi je puisse me dire si jamais il y a un problème, c'est moi qui je mets mes enfants là-dedans. Tu vois. Alors j'ai une réponse effectivement, de prime abord, non, et c'est ce qu'on dit aux investisseurs qu'on accompagne ou ce qu'on entend, qu'il faut pas mettre justement l'affect ni se projeter à la place de ton locataire parce que t'as pas les mêmes exigences, le même mode de vie, etc., etc. Donc j'aurais tendance à te dire non catégoriquement, mais en revanche, à chaque livraison de biens que j'ai eue, à chaque fois, j'ai été presque agréablement surpris, même si c'est un studio. Je me dis demain, si pour X, Y raison, je me retrouve seul ou autre, je suis capable d'y vivre, effectivement, mais c'était pas c'était pas le moteur. Non, c'était ni un moteur, ni prévisible ou quoi que ce soit. Et n'importe quel appartement actuel de mon parc, une de mes filles pourrait y vivre sans problème demain. Et il y en a certains même, la plupart, j'en ai 3, c'est des derniers étages, terrasses, bien exposés, pas de vis-à-vis et tout, donc hyper agréable, des studios, c'est des petites surfaces. Mais si je devais, j'y vivrais sans problème. C'est pas, tu vois, un appartement éclaté dans l'ancien où effectivement tu l'achètes pour du pur investissement, mais toi t'y mettras jamais les pieds, quoi. Donc étonnamment, c'est pas un truc qui me vient, c'est juste je veux un bon lot, un bon appart et tout, avec des atouts et tout, mais sans jamais me dire que j'y habiterai. Par contre, le jour où je le vois, quand même, il est sympa. Je trouve qu'il est pas mal. Ouais, je rejoins Loïc là-dessus. Ça te l'a déjà fait aussi, Ouais, complètement. De te dire... Parce que, effectivement, tu te projettes, C'est clair. Après, moi, pour la parenthèse, sur tous les biens, j'essaie de faire en sorte de vraiment bien meubler. Et même sur les tu vois, moi, il y a des apparts où je leur demande même pas de mettre leur carrelage, leur parquet. Alors, ça demande un peu plus un effort financier. Mais après la qualité du rendu, c'est parce que après ça dépend, mais comme tu l'as souligné, parfois les promoteurs, les parquets, ils sont pas top, mais bon, tu l'as dit aussi, parfois tu vois, tu peux avoir du stratifié, contre-collé, et c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, Mais moi, je fais pas mal de TMA sur les apparts. J'en fais beaucoup. Moi aussi, je fais beaucoup de TMA. De TMA pour ceux qui... C'est des travaux modificatifs acquéreurs. C'est-à-dire que tu modifies sur plan les choses. Moi je suis très parquet et tu vois quand tu as des cuisines ouvertes ils mettent des grands carrelages sur la partie cuisine. Moi par exemple je mets le minimum de carrelage pour avoir le plus de parquet possible. C'est des petits trucs comme ça, mais en fait moi j'ai une charte de décoration que je fais sur tous les apparts que je réplique à chaque fois qui marche pour l'instant en tout cas super bien. Les gens quand ils arrivent ils se disent vraiment waouh, truc de ouf, donc et je réplique ça. C'est pour ça sur la qualité de l'appartement, alors t'as raison, après t'as les parties communes etc, mais sur l'appartement même, tu mets n'importe quel appartement, je sais que je vais mettre ma charte de décoration dedans, que ce soit en termes de meubles, que ce soit en termes de déco, de luminaire, donc c'est à peu près à chaque fois la même chose. C'est bien que tu parles de ça, les TMA, effectivement, les travaux modificatifs, parce que
c'est quelque chose qu'on sait pas forcément, ou alors qu'on surestime aussi. Il y en a qui pensent pouvoir déplacer des fenêtres ou autre. Bon, tu peux pas toucher à ce qui est... Non, mais c'est vrai, j'ai déjà vu, c'est cas concret. Tu peux pas toucher à l'architecture du bâtiment ou à la structure ou autre, parce que ça, c'est déposé dans des permis. Mais par contre, à l'intérieur du logement, tu peux effectivement faire des modifications. Et systématiquement, je pense que j'en ai fait aussi, parce qu'on va souvent se retrouver sur des exemples concrets, des salles de bain qui vont être disproportionnées, où tu peux facilement réduire la taille, ajouter une attente supplémentaire pour le lave-linge qui, au lieu qu'il se retrouve dans la cuisine. Il y a des petites modifications qui te permettent d'optimiser le plan, c'est pas toujours le cas, pour effectivement le rendre plus agréable. Et tu peux, par exemple, là sur Playel, c'est un T4, tu as 3 chambres, un salon. Là, je rajoute une chambre dans les TMA. Donc, que je transforme en T5. Et je préfère le faire par le promoteur que par moi. Même si le promoteur, je pense, est légèrement plus cher que si je l'ai fait moi-même. Mais au moins, quand c'est livré, tu as la chambre avec radiateur, tu as tout ce qu'il faut. Ouais. Et donc ça peut être intéressant aussi en termes de rentabilité, de transformer un T3 en T4 ou un T4 en T5 pour ta renta. Et quand tu achètes dans du neuf, tu mets 0 si tu as négocié les frais de notaire ou... Ouais, frais de notaire, pas tout le temps, parce que sur Saint-Ouen, c'était compliqué. Quand il y avait la queue, c'était impossible de négocier les frais de notaire. Mais là, sur Playel, j'ai pas de frais de notaire. Et tu mets en apport, tu mets quoi ? Là, j'ai mis 30 000 € sur un appart qui vaut 500. Mais c'est volontaire, c'est... Non, je pense que eux m'avaient parlé de 10%. La banque m'avait parlé de 10%, ah ouais, donc 50%. Et je leur ai dit non, j'ai pas. Est-ce que j'aurais pu le faire avec 0 apport ? Je suis pas sûr, je sais pas. C'est vrai que je sais pas, mais de toute façon, je voulais un apport pour aussi réduire légèrement les mensualités. Ok, ouais. Tu vois, c'était trop sinon en termes de mensualité. Ouais. Mais ouais. Pardon, parce qu'aujourd'hui, toi, quand tu fais de la coloc comme ça sur des projets en première, seconde couronne, ouais. T'arrives encore à être... la coloc, ça te permet d'être flat en termes de remboursement. Ouais, toujours. Je te donne un exemple, c'est que aujourd'hui sur Saint-Ouen, une chambre, ça se loue 800 €. Ouais. Ok, donc quand tu as 4 chambres, tu as 3002 de loyer. Ouais. Et tu as des mensualités à 2003, 2002. Donc le reste, ça te permet de payer ta taxe foncière, des choses comme ça. Mais je suis en autofinancé à chaque fois. Et après, tu sais, ce que je dis souvent, même si tu n'es pas autofinancé, en vrai, avec l'indexation de tes loyers, et tu sais que tes mensualités, elles sont figées, au bout de 4-5 ans, les loyers, ça va vite. Hein. Ouais. 4% ou 3%, ça va très vite, en fait. Donc, je dis souvent aux gens, il ne faut pas se faire une obsession sur l'autofinancement parce que ça ne l'est peut-être pas quand tu l'achètes, mais ça peut l'être 3-4 ans. Ouais. Mais en tout cas, moi, la coloc, et je fais la coloc pour ça, ça me permet d'être autofinancé. Alors que sinon, si je le louais à une famille, un T4 à Saint-Ouen, ça se loue 1008, 1009, tu vois. Donc là, là où toi, tu arrives à être à 3200 sur un T4. Ouais. Après, c'est 3200. Là, c'est les 800, c'était charges comprises. Tu dois être à 2000, 2008, 2800, 2009 les charges. Mais j'imagine qu'il y a un peu plus de rotation, un peu plus de vacances aussi. Alors justement, mais en fait, c'est là où le point que tu disais, tu sais, sur le fait que d'avoir des prestations de qualité. Ouais. Si tu fais des prestations de qualité, les gens veulent rester. Et quand ils partent, ils ont déjà quelqu'un. Ils te disent, je pars, mais en fait, j'ai ma meilleure pote qui arrive, qui reprend. J'ai jamais eu de vacances. Ah ouais. Jamais, zéro. Sur combien de temps là sur 3 ans. Ah ouais, quand même. Non, j'ai 0 de vacances. Et après, c'est des marchés, je pense, un peu de niche. Mais tu vois, à Saint-Ouen, quand tu mets une annonce, c'est-à-dire que tu as des gens, moi, et c'est réel, qui me disent, moi, je veux, je suis prêt à payer plus en loyer. Au début, je ne prenais pas d'école, je faisais des T2. T2, j'avais mis à 1004, ce qui est pour moi un prix élevé. T2 meublé à Saint-Ouen. Et les gens étaient prêts à payer plus, en fait, pour avoir l'appartement. Et c'est pour ça l'importance du lieu où tu achètes. C'est super important. Parce que tu n'as plus de stress sur... Alors après, tu ne peux jamais éviter l'impayé. L'impayé, tu ne sais jamais. Tu peux l'avoir. Moi, je n'en ai pas eu. Mais la vacance, par contre, le taux de vacances, ça, tu peux vraiment le gérer en te mettant sur des lieux où tu sais que tu auras de la demande et sur la qualité de ton appartement. Pour les impayés, vous prenez des assurances impayées ? Moi, jamais. Moi, j'ai des garanties Visal. Ouais. Je faisais pas avant, je prenais que des cautions solidaires, donc des garants physiques.
Et là, je dois avoir 3 visas. Là, depuis les 3 derniers départs, changements que j'ai eu des Ça, c'est garanties intéressant. visales. Ça, c'est intéressant. Et je les ai faites. J'ai créé l'espace, ça va vite. Hein. Ils ont déjà un numéro E avec un montant sur lequel ils sont garantis de loyer en fonction de leurs revenus et tout. Et donc, tu crées ton espace. Tu mets le numéro d'identité du candidat, du locataire et tout. Tu vérifies ces données. Donc, au moins, il y a une traçabilité. Il y a tous ces documents et tout. Une vérification. Et puis, voilà, j'ai regardé après, pas en détail, je vais pas te mentir, sous quelles conditions pour la faire jouer et tout. Mais c'est gratuit, en tout cas pour le bailleur. Je crois que c'est gratuit aussi pour le locataire. Hein. Ouais, c'est gratuit. Non, j'avais eu un locataire qui avait une garantie, qui payait, mais elle était hors de prix. Et de moi-même, quand c'était genre, je sais plus, 600 € par an, quoi. Ah ouais. Ouais, pour un loyer équivalent, 700 peut-être. Et donc je lui avais dit, prenons une garantie visale. Après, moi, je fonctionne beaucoup au feeling. Et effectivement, comme tu dis, pour la vacance locative, c'est pareil. Je crois que j'ai commencé en 2016 ou 2017 dans l'immobilier à investir, en tout cas. J'ai jamais eu un seul jour non plus de vacances locatives. Pas un seul. Un départ, il y a une arrivée le même jour. Parce que tu t'organises un petit peu en avance. Et pourtant, on est dans une zone tendue où tu n'as que 1 mois de préavis, mais c'est largement suffisant à partir du moment où tu es sur des bons emplacements et que tu t'organises bien. Donc, quand tu apprends qu'il y a un préavis, tout de suite, tu dis à ton locataire quels sont vos dispos pour les visites. Généralement, j'attends 1 semaine, 10 jours, je mets une annonce, parce qu'après, sinon, tu vas être noyé. À partir de l'annonce, tu cales une visite 1 semaine, 10 jours que tu organises avec 10 candidats maximum. Je ne vais pas non plus faire visiter 30 fois parce qu'il faudra dire non à 29 personnes derrière. C'est jamais plaisant non plus. Et 1 semaine, le temps de sélectionner le dossier, le candidat et de rédiger le bail. Et le jour même, il est dans les lieux le lendemain de la sortie du locataire précédent. Donc ça, c'est pareil, j'ai jamais eu un seul jour. Non, mais ça, c'est intéressant parce que tu vois, tu as beaucoup de personnes qui veulent se lancer en IMO et qui ont peur justement de la vacance. Tu sais, toutes ces barrières psychologiques qu'on a. Alors, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, c'est bien d'avoir des exemples aussi de personnes qui font ça depuis plusieurs années. Et d'où l'important, je pense que tu as dû acheter à des endroits où tu as fait attention à la localisation, où tu as fait aussi attention à la qualité de tes appartements. C'est ce que tu dis. Si tu proposes une qualité déjà, un logement bien plus que décent, t'as les locataires qui vont avec aussi. C'est comme tout, hein, tu mérites bien sûr, exactement. Mais tu vois, l'IMO, ça peut être vraiment vertueux si tu le fais de cette manière-là. Et franchement, c'est pour ça qu'on invite toujours les personnes à allez-y, faites votre premier deal IMO, vous allez en faire d'autres après. Mais c'est tellement, tellement vertueux. Sur du long terme, t'es tellement gagnant. Bien sûr. Et alors là, pourquoi j'investis aussi à proximité? Peut-être que je verrai la chose différemment plus tard, si je suis amené à me déplacer géographiquement ou autre. Mais c'est justement pour pouvoir avoir, entre guillemets, la main dessus, même si on dit qu'il faut se détacher, déléguer ou autre. Moi, je considère que non, tant que c'est faisable, que c'est jouable, que tu peux le faire dans ton emploi du temps et géographiquement, j'ai jamais demandé à une agence de me louer un appartement parce que je ne pourrais pas donner les clés à quelqu'un juste sur un dossier et un salaire. Et d'ailleurs, j'ai jamais pris le plus gros salaire des dossiers que j'ai eu. C'est toujours, il y a une part de feeling. Voilà, tu sens la personne parce que toi, tu as été dans tout type de situation ou d'environnement, etc. Et tu sens un peu quand même les personnes selon le comportement, selon certaines choses. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dédiée sur ça, sur la location, les erreurs à ne pas commettre quand on se porte candidat, qui peuvent envoyer des mauvais signaux propriétaires ou autres, sans aller dans l'exagération et l'abus. Hein. Il y a aussi les propriétaires qui abusent et des choses qui sont interdites. Il faut rester dans le cadre. Hein. Mais voilà, il y a une part de feeling et de dossier à 50-50. Pas forcément aller chercher le plus gros salaire. Pour moi, c'est pas une garantie. C'est pas la meilleure garantie. Ouais. Ok. Non, c'est intéressant ce que vous dites là, parce que c'est des choses qu'on n'entend pas toujours de ce côté feeling. Mais il y a un autre truc. Toi, t'es jamais passé par une agence et tu dis qu'il faut être proche de son bien.
Ça veut dire que ça vous prend du temps de gérer. C'est aussi pour ça que vous êtes capable de relouer très vite. C'est parce que, toi, tu viens de le dire, là, quand un locataire dénonce son bail, donne son préavis, il a un mois, t'es dans une zone tendue, il a un mois pour partir. Toi, dans la foulée, tout de suite, tu lui demandes ses dispos Ouais, mais et tu t'organises. Toi. c'est assez automatisé. C'est-à-dire que déjà, quand tu as fait une fois une annonce, bon, bah là, j'ai dans mes notes une annonce déjà prête de chaque appartement, parce que je vais pas la réécrire systématiquement. J'ai juste à changer les dates de disponibilité. Le reste n'a pas changé. Les loyers que tu réévalues éventuellement, mais donc ça, c'est un peu automatique. Tu fais un copier-coller, tu as déjà fait une nouvelle annonce. Les photos, tu les as. Et après, sur un parc de 8-10 biens, par exemple, bah, tu as quelques mouvements dans l'année, mais ça se limite à 2 ou 3 en réalité. Donc c'est vraiment très, très, très peu de temps. C'est quelques minutes de remettre une annonce, refaire un bail, tout est électronique. Moi, j'utilise une plateforme qui s'appelle Horis.io. Je vous mets un lien en description si vous êtes intéressé, qui est assez simple, automatique. Tu peux, à partir du moment où tu as choisi ton candidat, tu mets son mail et son tel, ça lui envoie à lui un message pour qu'il remplisse toutes ces informations. À partir de là, tu peux cliquer sur générer le bail, ça génère le bail, et faire des rapprochements bancaires. Donc tu connectes tes comptes, tous les comptes où tu as des apparts. Moi, je sépare un peu chaque compte par appart, quoi. Et chaque fois que tu as un loyer qui rentre, tu as une alerte, comme quoi il y a eu le loyer qui rentre, et une quittance qui est déclenchée derrière. Donc, en fait, c'est automatique, t'as rien à faire. Si tu t'organises un minimum, il y a juste 2-3 trucs à mettre en place au début, et après, c'est assez simple. Et quand tu achètes dans du neuf, comme c'est le cas là et le sujet, bah là, depuis 2016-17, j'ai pas encore fait un seul travaux dans un seul appartement. Ouais. Donc pour l'instant ça m'a nécessité vraiment un temps de gestion et d'effort minimum. Ouais. Et c'est le but. Moi, si j'investis, c'est pas pour y consacrer mon temps à aller faire des travaux tous les week-ends. Alors c'est une stratégie de réduction de coûts, d'optimisation ou de rentabilité. C'est pas la mienne.